suis entrepreneur, moi, à chaque fois que j'ai les appels de vente, j'ai la boule au ventre et ça me casse les couilles. Comment tu me fais passer le gap de je kiffe ça, j'y vais quoi? La vente est omniprésente dans votre vie. Vous n'avez pas le choix. En fait, depuis votre temps d'enfance, vous êtes en train de vendre et vous êtes en train d'acheter. Tout à l'heure, j'ai dit un excellent sales, c'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions au bon moment à la bonne personne. Le mec qui te dit je vais réfléchir, c'est quoi la strat là? Ce que vous pouvez faire, c'est un ancrage. C'est une technique qui est aux limites de l'éthique. Bon Walid, on a échangé pas mal de fois sur LinkedIn, on a une thématique en commun qui est les neurosciences, la psychologie. Je t'ai invité aujourd'hui pour justement creuser un petit peu cette dynamique. C'est vrai que beaucoup parlent de neurosciences, il y en a très peu qui maîtrisent fondamentalement le sujet et tu as l'air d'être un mec quand même assez solide dans la thématique. Donc c'est pour ça que je voulais un peu t'entendre, qu'on débatte un peu sur pas mal de points, pas mal de postes entre guillemets, mais est-ce que rapidement, j'ai vu neurovente dans ton profil, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et quel est ton job, ton activité toi? Ouais, complètement. Alors déjà, c'est Wally sans D, mais je t'en tiens pas rigueur, tout le monde fait cette erreur. Ça me fume, je pense que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des Wally, donc c'est Wally comme le robot, comme ça, voilà, a priori, plus personne n'oubliera. Avant de parler de neurovente, je parle globalement de mon parcours. J'ai une maman qui est psychiatre. J'ai baigné dans les livres de médecine depuis que je suis petit. J'ai vu que t'as fait la grimace quand j'ai dit psychiatre. Effectivement, c'est pas facile hein, d'être fils de psychiatre. Il y a un certain pathos à porter. Je me suis pris de passion très rapidement pour la physiologie et le corps humain. Je suis un ancien obèse. J'étais vraiment obèse quand j'étais au lycée. C'était dur, donc j'ai appris tout ce qui était nutrition, diététique, et ça m'a amené petit à petit sur la physio puis la neurophysio. J'ai étudié les neurosciences en parallèle de mes études, qui étaient plutôt sur un cursus école de commerce, et j'ai eu la chance ensuite d'aller à Oxford pour apprendre et pour passer une thèse dont je pourrais te parler si tu veux par la suite. Suite à quoi j'ai fait le pont, j'ai essayé de merge, de fusionner mes passions, qui sont d'une part la vente, que je pratique depuis mes 16 ans, j'en ai 31 aujourd'hui, bientôt 32, et d'autre part les neurosciences. J'ai créé la neurovente. La neurovente, qu'est-ce que c'est? C'est pas du neuromarketing. Et on me demande souvent la différence entre les deux. Le neuromarketing, c'est de la stratégie. La neurovente, c'est de la tactique. La différence entre stratégie et tactique, c'est que la stratégie, c'est ce que tu dois faire quand il n'y a rien à faire. C'est préparer les plans, le plan du champ de bataille. La tactique, c'est ce que tu dois faire quand il y a quelque chose à faire. Donc, stratégie, c'est Alexandre le Grand qui prépare son plan avant de se lancer en Égypte. Tactique, c'est Alexandre le Grand qui est sur le terrain égyptien et il y a une phalange qui vient l'attaquer sur le flanc et donc il doit s'adapter sur le terrain. Voilà pour ce qui est de la neurovente. Très clair. Eh ben, écoute, merci pour ce parcours. De toute façon, on va recreuser un peu ton parcours, enfance, etc. Parce que j'aime bien ce modèle qui est un peu déterminisme dans le sens où ce que tu as vécu pendant ton enfance façonne la personne que tu es aujourd'hui. Et les décisions que tu prends maintenant sont influencées par tout ce qui s'est passé à ce moment-là, tu vois. Même sans rentrer dans des théories freudiennes ou quoi que ce soit, mais ça a quand même un impact, mine de rien, dans l'environnement dans lequel tu évolues. Et on va y revenir de toute façon. J'aimerais qu'on creuse un petit peu justement sur cette partie pour ajouter un peu de croustillant. Tu me parles de neurosciences, etc. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine? Donc, tu m'as parlé de ton parcours, que tu avais une mère qui était psychiatre. Il y a quelque chose qui t'a vraiment titillé ou que tu as eu envie de comprendre? Qu'est-ce que tu as eu envie de comprendre dans un premier temps grâce aux neurosciences? Prendre le contrôle de mon être, de mon moi. Et associer à ça un désir de liberté, d'émancipation. Je ne sais plus quel philosophe présocratique avait dit fais de ton esprit un temple. Et Socrate qui avait dit connais-toi toi-même. Je suis vraiment dans cette lignée. Je pense que la plus grande des forces, c'est la force mentale et que c'est elle qui nous gouverne tous. On le sait aujourd'hui, il y a même des études, hein, des sciences qui étudient le pouvoir de la psychosomatisation, la noétique en l'occurrence. Alors, c'est très juste hein, ce que tu dis par rapport à l'enfance. L'archétype de la personne qui est en marge de la société, et donc en l'occurrence, comme j'ai dit, moi j'étais obèse, donc j'étais un peu rejeté dans ma classe, c'est qu'il est beaucoup dans l'analyse. Et là où c'est un problème quand t'es jeune, ça devient super pouvoir quand t'es plus âgé. Cette capacité d'analyse, tu te fais surprendre par elle, ou en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et tu t'aperçois qu'elle est hautement activable, notamment dans le milieu professionnel. C'est ça, notamment, aujourd'hui, qui me donne un vrai avantage compétitif dans le coaching, parce que très rapidement, je vais être capable, ou même avant le coaching, quand je dois signer mon client, être capable d'identifier certains interrupteurs, certains points d'inhibition sur lesquels je vais pouvoir appuyer et du coup communier, créer un lien d'empathie avec la dite personne. Donc on en revient vraiment à l'enfance et je te rejoins à 200%.
un adulte n'est que la succession de blessures de son enfance. On porte nos stigmates. Ça a commencé là. Ensuite, j'ai eu la chance de découvrir la PNL. Et la PNL, c'est comme si on avait allumé la lumière dans ma vie. Ou comme si on avait rajouté une nouvelle couleur qui n'existait pas. Et je me suis vraiment pris de passion à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a toujours ce parcours autour des neurosciences. Pour moi, c'est le cas. Et j'ai essayé de comprendre d'abord mes processus internes. Et en fait, ça m'a permis de me dire, mais une fois que j'ai compris comment je fonctionnais, pourquoi pas l'appliquer à d'autres, dans le business, dans le neuromarketing, dans la création de contenu, dans la prospection, etc. etc. Donc c'est très très puissant. Il y a un bouquin qui a changé ta vie justement sur cette thématique, où tu t'es dit, il y a eu un avant-après, tu vois, genre tu as lu le bouquin, tu t'es dit, mais comment j'ai pu vivre autant de temps sans quoi. Il y en a eu vraiment beaucoup. Étonnamment... Ouais. Tu devrais en prendre un seul. Par exemple, tu vas sur une île déserte où il t'as que ce bouquin, tu prends lequel? C'est dur. C'est vraiment très dur ce que tu me demandes. C'est vraiment très dur. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je te cite un bouquin, et pour lui rendre justice, je te cite aussi un mec qui faisait des vidéos sur YouTube. Le bouquin qui m'a réallumé cette flamme, c'est Libérez votre cerveau de Idriss Aberken. J'ai adoré parce que, en fait, ce bouquin, c'est pas juste un énième... recueil, compilation de biais cognitifs et autres études, c'est un proof of work en fait. Le mec a vraiment appliqué la neuroscience en écrivant son livre, notamment pour ceux qui l'ont pas lu, le fait qu'au milieu il ait mis une petite bande dessinée, sa comparaison avec le buffet à volonté et l'école, je trouve que c'est l'une des comparaisons les plus justes. Il a vraiment touché quelque chose et il m'a fait du bien ce livre. C'était plus une thérapie qu'une formation. C'était quoi cette comparaison avec le buffet justement pour les gens qui nous écoutent? C'était quoi? Il faisait quoi? C'est quoi l'allégorie qu'il faisait? Ouais, ce qu'il disait en substance, c'est que, et ce qu'il dit toujours d'ailleurs, c'est que l'école c'est un buffet à volonté. Et donc sur le papier c'est paradisiaque. Et imagine vraiment le plus beau buffet dans lequel t'arrives, t'es au Ritz, 5 étoiles, t'as de la coquille Saint-Jacques, t'as des escargots, t'as des glaces, t'as vraiment des trucs très bien montés. La surprise, qui n'était pas annoncé, c'est que t'as un majordome qui vient te voir et qui te dit tout ce que tu n'auras pas mangé va être facturé. Et donc t'as vraiment une descente aux enfers, hein. Tu passes du paradis à l'enfer, et l'école c'est exactement ça. L'école c'est un buffet à volonté de connaissances, sauf qu'on te sanctionne sur tout ce que tu n'auras pas digéré. Malheureusement dans l'école, beaucoup de connaissances ne sont pas digestes. Et c'est tout ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de rendre digeste la connaissance, de la rendre applicable, de pas rester dans ce côté un peu masturbation intellectuelle, mais vraiment d'être dans l'opérable et dans le ROI. Et justement, tiens, on va en reparler, je vais rebondir à chaque fois sur ce que tu dis pour toujours avoir un fil intéressant. On parle d'école. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Parce que tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y a deux teams, tu vois. Moi, j'ai une team, un avis très particulier, très tranché là-dessus, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont aussi un autre avis complètement différent. J'aimerais avoir ton point de vue justement sur la scolarité, ce qu'elle apporte, son intérêt, etc. Ok, alors je vais faire ce qu'il est coutume de faire quand on a des questions un peu philosophiques et clivantes comme ça, c'est que je vais d'abord annoncer mes biais. Donc mes biais sont les suivants. Premièrement, j'étais très très bon à l'école, sans rien foutre. Je suis un profil, on aura peut-être l'occasion de parler du VACOG, mais je suis un profil qui est très auditif. Donc quand je suis un peu concentré et que j'écoute, j'apprends. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a ensuite desservi dans les études supérieures, parce que je me reposais sur mes lauriers. Paradoxalement, j'ai toujours été en conflit avec l'administration, à partir de l'école primaire, hein, parce que j'ai un fort tempérament, parce que physiquement j'ai toujours été hors norme en termes de poids, en termes de taille, je sais pas, ça se voit pas ici, mais je fais 2 mètres, je fais 145 kilos, donc beau bébé. Et, ouais, belle pétoile. et j'ai un vrai problème avec l'autorité mal placée. Et ce qui fait que, à l'école, j'étais particulièrement bon dans les matières où je m'entendais bien avec le professeur. Ce qui est pas si rare que ça en réalité. Si tu fais toi-même ta rétrospective, tu me diras, ça m'intéresse aussi. Hein. T'étais comme ça? T'étais à l'image? En fait, moi, toutes les matières où, si tu veux, où moi je voyais de l'intérêt déjà pour moi et pour mon avenir, j'y prêtais de l'attention. Et là où je voyais que le prof, il était pédagogue, let's go. Tu vois, même en STAPS, tu vois, pour donner un exemple qui est pas si long que ça. Enfin, il y a quand même quasiment 10 ans, mais bref, quand je faisais STAPS, on avait des cours de droit. Tu vois, le droit, c'est chiant, ça emmerde tout le monde. On avait un prof particulièrement éloquent et je trouve qu'il était très fort pour amener son art et j'étais hypnotisé par ses cours. J'arrivais à rester 4 heures en amphithéâtre à écouter des cours de droit, du juridique pur et c'était monstrueux, c'était génial, tu vois. Donc je pense que ça va vraiment dépendre de l'orateur que tu as en face de toi, tu vois.
Absolument. Et c'est même le rôle du professeur en réalité, hein. Les parents ont tendance à mettre la pression sur leurs enfants. Ce fut mon cas, ce fut le cas de mes camarades et même des générations que j'ai pu suivre derrière, en disant oui, c'est à toi de travailler et tout. Non, non, c'est vraiment la responsabilité du professeur. C'est Aristophane qui disait ça, enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. C'est déclencher la passion. Parce que si tu veux apprendre, il faut deux choses. C'est une équation, c'est une multiplication. Il faut de l'amour et il faut du temps. Les Américains disent pay attention. Ils sont conscients que l'attention, c'est une ressource, en fait. Et pourquoi c'est une multiplication ? Pourquoi apprentissage égale amour fois temps ? Parce que si l'un des deux fait zéro, le tout fait zéro. Tu peux mettre tout le temps que tu veux, si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas rien apprendre. Tu peux aimer ce que tu fais, si tu mets pas de temps dessus, tu vas rien apprendre. Donc ton point de vue sur la scolarité, juste du coup que je résume un peu, c'est finalement... Toi, tu as eu une sorte de certaine facilité, mais tu étais gavé avec le fait qu'il y ait des professeurs qui étaient un peu trop autoritaires. Et du coup, c'est ce que tu reproches à la scolarité, c'est-à-dire cette sur-autorité et ce gavage un petit peu comme un canard sur certains trucs ou sur lesquels les gens n'ont pas envie d'apprendre. Je le reproche pas à la scolarité, à l'école ou même aux professeurs. Je pense que c'est tout un système aujourd'hui qu'il faut remettre en question. Factuellement, hein, l'école française a 200 ans de retard. Elle n'a pas évolué depuis 200 ans. Elle a même régressé en réalité. Je te donne un exemple simple. Tu sais, du temps de nos de nos grands-parents, ils avaient les tables un peu inclinées, ce qui leur évitait d'avoir le tennis elbow. Nous, aujourd'hui, on a des tables plates avec des tailles uniques. Quand t'es grand comme moi, t'es hyper désavantagé, hein, t'as des problèmes de dos, etc. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça, et je suis arrivé à la conclusion, ça n'engage que moi, que c'est voulu. L'école n'évolue pas pour une certaine raison. Elle régresse pour une certaine raison. Parce que c'est un formidable outil d'ingénierie sociale. Et c'est observable depuis le temps des Romains. Hein. Comment ça ? Qu'est-ce que tu entends par ingénierie sociale, par exemple, là-dedans ? Ce que j'entends, c'est que les élèves d'hier sont les entrepreneurs de demain, les salariés de demain, les politiciens de demain. Alors, j'ai pas dit homme politique, hein, j'ai dit politicien, j'ai fait exprès. Les ingénieurs de demain. Et donc, en fait, le fait d'avoir ce pouvoir de les malayer à ta façon te donne énormément de prédictabilité sur l'avenir, d'un point de vue politique, économique, social. Tu penses que c'est voulu, là, tout ça, là ? Ouais. J'en ai l'intime conviction. Et tu penses pas qu'il y a un biais là-dedans ? Moi, il y a un rasoir, un biais que je trouve intéressant, on va pouvoir en débattre, c'est le rasoir d'Hanlon. Ouais. C'est ne pas attribuer à la méchanceté ce que la bêtise suffit à expliquer. Et en gros, tu vois, il y a beaucoup de complots, tu sais, genre avec le Covid, on essaie de façonner les esprits, on essaie de manipuler les gens, et pour moi, on est juste face à de l'incompétence. Est-ce que tu penses pas que justement, avec la scolarité, on est juste face à de l'incompétence ? En fait, c'est hyper intéressant, je te remercie d'avoir abordé ce point. Quand tu abordes un biais, il faut toujours aborder son corrélat, sinon tu risques de tomber dans le biais le plus bâtard qui soit, qui s'appelle le biais de la tâche aveugle. Le fameux biais des psychiatres. Hein. La plupart des psychiatres pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée parce qu'ils psychanalysent les gens, alors que non, en fait, c'est précisément là où l'amplitude de ton erreur peut être la plus importante. On en reparlera si tu veux, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai annoncé mes biais d'une part, et je considère le rasoir d'Hanlon, mais je considère son corrélat. C'est-à-dire que on peut aussi tomber dans une espèce de biais d'autorité, biais de confirmation, biais de facilité, qui viserait à dire non, mais c'est de la bêtise, c'est pas de la malveillance. Donc il faut vraiment garder les deux, c'est comme les deux poteaux d'un but au football, il faut rester dans le cadre, tu vois. Et en fait, ça relève toujours de ce même principe qui est le cinquième pouvoir, le pouvoir qui gouverne tous les pouvoirs. On nous apprend que les trois premiers à l'école, le pouvoir exécutif, le législatif, le judiciaire, alors qu'en réalité le quatrième c'est le monétaire, et le cinquième c'est le pouvoir médiatique. La seule chose qui puisse faire contre-pouvoir au pouvoir médiatique, c'est nous. C'est la neuroscience, c'est les neuroscientifiques, c'est les personnes qui réfléchissent, qui sont pas dans l'émotionnel, et qui vont raison garder, qui vont considérer les biais, qui vont essayer d'avoir un discours juste, désaffecté, sans conflit d'intérêts. Et déjà, avec tout ce que j'ai énoncé, on a quand même écrémé une sélection assez drastique. Et je rebondis sur un truc que tu disais, tu me parlais de poser les bonnes questions, justement, comment on pose les bonnes questions ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de formations sur la partie sales, de questionologie, etc. etc. Ouais. Mais fondamentalement, il y a beaucoup de théories, mais en pratique, c'est un peu compliqué. Moi, à chaque fois, ça me fait marrer quand je scrolle sur les réseaux et que je vois des sales qui font des appels de vente simulés, et pour traiter les objections, ils font des questions. Et est-ce que tu penses pas que par rapport à ça, que si frérot, moi, tu m'as perdu au bout de 10 secondes, tu vois, donc il y a des trucs où des fois, c'est pas applicable. Qu'est-ce que tu appliques pour poser justement les bonnes questions, tu vois ? Ok. Tout à l'heure, j'ai dit un excellent sales,
c'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions au bon moment à la bonne personne. On va reprendre ce framework-là, mais il y a une étape encore au-dessus. Les meilleurs sales, c'est ceux qui sont capables de faire ce que je viens de dire, donc poser les bonnes questions au bon moment à la bonne personne, tout en se posant eux-mêmes les bonnes questions. Pourquoi je dis ça à tel moment? Donc il y a une chronologie des questions dans la questiologie. Ça, c'est vraiment le endgame de la questiologie. On va commencer avec les fondamentaux. Ceci n'était que du teasing. La bonne personne, le ciblage. Il faut qualifier. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Le b.a.-ba du ciblage, c'est parler à quelqu'un qui a un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Dans la pyramide de l'awareness, qui est en 5 niveaux, c'est le 2e niveau. On ne commence à parler à des personnes qu'à partir du moment où elles ont un problème qu'on peut traiter. Okay. Parce que avant, c'est faire le jeu de l'awareness, justement faire le jeu de l'éducation, et ça c'est un autre jeu, entrepreneurialement parlant et commercialement parlant. Ensuite, poser les questions au bon moment, il y a une structure intimiste à aborder. Tu n'interroges pas directement le budget, par exemple. Le budget, c'est très intimiste. D'accord ? Tu commences par interroger sur la personne, sur son besoin, sur ses émotions, et petit à petit, tu vas de plus en plus vers l'intimiste. Ce qu'on appelle l'iceberg du besoin, soit dit en passant. Et enfin, poser les bonnes questions. Le b.a.-ba, il est le suivant. En questiologie, c'est qu'il y a 3 types de questions. Il y a les questions ouvertes, les questions guidées et les questions fermées. Et c'est là où tu vois qu'en France, on a un niveau affligeant, c'est que rien que ce b.a.-ba-là, on l'a pas. Je le vois, hein, parce que j'interviens dans pas mal d'entreprises et je pose toujours la même question. À quoi reconnaît-on une question ouverte, une question guidée, une question fermée? Eh bah, la question fermée, elle commence toujours par un verbe. Est-ce que, peux-tu, etc. La question guidée, bon, ça dit ce que ça dit, hein, c'est A ou B, X ou Y. Et la question ouverte, elle commence par CQQ, c'est occupé. Qui, quoi, comment, quand, pourquoi, etc. Donc déjà, si tu as ça, c'est excellent. Tu vas être capable d'adapter la nature de ta question, ouverte, guidée, fermée. Spoiler, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. C'est d'abord les questions ouvertes, ensuite les questions guidées, enfin les questions fermées. D'abord on creuse de manière généraliste, ensuite on oriente, et enfin on close. Et c'est marrant parce qu'on parle de closing hein, en sales, hein, pour aller chercher l'argent. Donc ça a du sens. À la bonne personne, donc on a bien qualifié au préalable la personne et on la surqualifie pendant l'échange. Hein. L'étape sales, c'est dans le cycle de vente, c'est acquisition, activation, conversion. En acquisition, on préqualifie. Spoiler, préqualifier, ça veut dire disqualifier. Souvent, on va disqualifier, on va dire non. Le non a un vrai pouvoir, commercialement parlant. Ensuite, on va surqualifier pendant l'appel de découverte. Et après, on voit si, effectivement, il y a un fit auquel cas on peut vendre. Au passage, je le place ici. Tu sais, il y a souvent ce truc de oui, en B2C, il faut pas poser les mêmes questions qu'en B2B. Je suis toujours surpris de cette fausse intellectualisation. Que vous soyez en B2B ou en B2C, vous parlez à des êtres humains. Hein. Donc quand on me dit oui, il faut pas interroger sur les émotions, sur le ressenti parce qu'on est en B2B, bah ouais, si t'as envie de faire comme tous tes concurrents, surtout prive-toi, hein, n'interroge pas sur les émotions. Par contre, si t'as envie de faire la différence, de faire ce que les autres ne font pas pour closer plus, pose-toi peut-être la bonne question. Et on en arrive justement à la dernière, c'est avoir cette capacité à se déphaser, à se regarder soi-même et à être en introspection constante. Pourquoi est-ce que je viens de poser telle question à tel moment? Est-ce que c'était la bonne question à poser? C'était pas la bonne? Ok, quelle est la bonne? Maintenant, je vais poser la bonne. Et tu vois, ça implique d'avoir déjà un certain niveau de compétence, de pouvoir faire ces 2 exercices en simultané. Si tu es capable de faire les deux, a priori, tu vas avoir un très haut niveau de closing. Imaginons, genre le mec qui te dit je vais réfléchir, c'est quoi la strat là? Premièrement, je vais me reposer sur l'analyse de sa personnalité. Il y a énormément de frameworks, je vais en prendre un arbitrairement, ça va être le disque. Si je suis face à quelqu'un qui est plutôt sur un disque orienté tâche, avec un son casse porté sur l'orgueil, je vais aller le piquer de la manière suivante. Je vais dire, mais Baptiste, que je comprenne, hein, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que tu vas gagner en plus en prenant ce temps de réflexion que tu souhaites entre toi et toi-même, VS 20 minutes de plus avec moi, où je vais pouvoir répondre à tes questions. Parce que je suis là pour ça. Je suis là pour t'apporter de la clarté. Si à l'inverse, je suis plutôt sur un disque orienté relation, donc jaune-vert, là, je vais y aller plus en douceur. Je vais être moins assertif et je vais te dire, juste pour bien comprendre. Aujourd'hui, est-ce que tu doutes de ton argent, ta capacité d'investissement, de ton temps ou de ta capacité d'exécution? Tu vois, je vais venir un peu le guider. Bon, ça, c'est la manière un peu... c'est du prêt-à-porter. Là, je viens de vous donner du prêt-à-porter de la vente. Ça va pas marcher 100% du temps. Il y a des fois, ça va très bien marcher, des fois, ça va pas marcher. Et ça repose aussi un peu sur votre capacité d'analyse. Maintenant, on peut utiliser un framework un peu plus avancé. Alors, je crois que c'est la première fois que je vais le dire en public, celui-ci. Donc, Régalons-nous. je te donne une excuse. Donc, ce framework
que j'ai créé, il s'appelle AI IRM RC. Vous retenez, l'intelligence artificielle vous fait passer un IRM au rez-de-chaussée. Vous l'oublierez plus jamais. Comment ça se passe? Tu vas me balancer ton objection. Donc les meilleurs traitements des objections, c'est lorsqu'on prend un temps de pause. On amortit. C'est le premier A. On accueille. On va accueillir l'objection. Quand vous êtes à cette étape-là, en fait, il faut vraiment se mettre en mode disque vert. Au passage, c'est pour ça que les meilleurs commerciaux sont des caméléons, c'est qu'ils sont capables d'adapter leur profil disque en fonction de leur interlocuteur. On se met en mode disque vert. Donc on va accueillir. Et là, on a deux choix, en plus d'accueillir. Accueillir, c'est déjà très bien, donc le accueillir, c'est le fameux je comprends. Et donc là, on peut faire un petit truc en plus qui est très sympa. C'est soit amortir, j'avais fait un lapsus tout à l'heure, soit amplifier. Donc tu vas me dire, je vais réfléchir, je vais dire, ok, je comprends. Après, voilà, il faut considérer aussi ce que tu m'as dit tout à l'heure. T'as plus que 3 jours avant de prendre ta décision. Donc on est quand même dans une fenêtre de tir assez serrée. Ou alors, je vais amplifier. Ok, je comprends. De toute façon, moi, à ta place, je sais même pas si j'aurais pris l'appel. Je pense que ça nécessite une énorme réflexion. Et ce qui est sympa, ce qui est magique ici, c'est que ce qui peut se passer, c'est que c'est le prospect qui va freiner. Et si vous arrivez à voir ça, là, vous êtes dans l'excellence du traitement des objections. L'excellence du traitement des objections, c'est quand vous poussez le prospect à traiter lui-même sa propre objection. Évidemment, ça va pas arriver souvent, en tout cas pas à cette étape-là. Ensuite, on a le I. Le I, c'est isolé. Il est essentiel, celui-ci. Ok, Baptiste, avant qu'on avance, il y a encore quelque chose qui te freine, qui te fait cogiter, ou il y a juste, voilà, cette notion de je veux réfléchir. Donc déjà, tu vois, tu viens de donner l'autorisation à la personne d'empiler ses contre-arguments. Et si elle en a d'autres, elle va pas s'en priver. Et ça, c'est essentiel de le faire. Pourquoi? Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est réussir à traiter un argument et qu'elle vous en ressorte un derrière. Ce qui fait qu'elle va rester dans cette espèce d'écran de fumée. Et là, j'ouvre une parenthèse qui est essentielle. Dans le traitement des objections, il faut comprendre qu'il y a la bonne raison et la vraie raison. Il y a la raison qu'on va vous donner qui passe bien et qui permet de cut l'appel et de procrastiner, et il y a la vraie raison. Et votre objectif, c'est de creuser et d'obtenir la vraie raison qui elle, nécessite d'être traitée. Il y a 3 types d'objections. Il y en a 2 qui relèvent de la bonne raison et une qui relève de la vraie raison. Et ça, c'est essentiel de le comprendre, parce que je vois beaucoup d'erreurs sur ça. C'est qu'il y a les objections écran de fumée, les fausses barbes, je dois réfléchir, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je dois en parler à ma femme. Si vous avez fait une bonne découverte, normalement, elles ne doivent pas arriver, celles-ci. Il y a que je dois réfléchir qui peut arriver, et encore. Elles s'anticipent assez bien en découverte. L'autre extrême, c'est les objections de modalité. Alors ça, par pitié, ne traitez jamais une objection de modalité. Une objection de modalité, c'est le fameux « Ok, mais à partir de temps, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai payé, qu'est-ce qu'on fait ensuite une fois qu'on aura on aura validé la roadmap, c'est quoi la prochaine étape ?» Quand vous avez cette objection, c'est pas une objection. La personne vient de vous dire « J'ai déjà pris la décision de signer. » Ouais. Et je suis en train d'essayer de gratter. Et là, ce qu'il faut faire, c'est closer. Et c'est faire du teasing. C'est-à-dire, tu sais quoi? Ça, je vais pas te le dire, volontairement. Je vais te laisser avoir la surprise une fois que tu seras passé de l'autre côté. Parce que le risque, c'est que si vous vous amusez à traiter une objection de modalité, une objection qui n'en est pas une, ça peut générer une vraie objection. Et ça nous amène à la troisième, celle du milieu, qui est l'objection technique. Et l'objection technique, c'est celle que vous devez traiter avec le framework que je suis en train de vous donner. Donc là, on a le AI. On passe au IRM. Alors, IRM, le I, c'est le I de interroger. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez refaire une mini-découverte. Donc, on réapplique le principe qu'on a vu tout à l'heure, Baptiste. On pose des questions dans l'ordre intimiste. On pose d'abord des questions ouvertes, ensuite des questions guidées, ensuite des questions fermées. Ok? L'objectif, c'est de creuser et c'est de dégager la bonne raison, d'obtenir la vraie raison. Une fois qu'on a la vraie raison, ce qu'on va faire, c'est le R. C'est reformuler. Ok, donc en fait... Quand tu me dis que tu dois réfléchir, ce que tu me dis, c'est que t'es pas sûr d'avoir suffisamment de bandes passantes dans la semaine. Là, on vient chercher du oui. Si la personne ne nous dit pas oui, on vient reposer des questions jusqu'à avoir la bonne reformulation. Une fois qu'on a la reformulation, là, c'est là où il faut pas céder aux sirènes de la facilité. Ce qu'on veut faire, c'est faire signer un mini-contrat. Écoute, Baptiste, si je te propose de résoudre ton problème, de répondre à ta question, de te suggérer une solution, je vous ai donné 3 manières de le dire, t'es partant pour passer à la suite, procéder au paiement, réserver ta place avec nous, etc. Vous avez plusieurs manières de le dire aussi. Encore une fois, l'objectif, c'est d'aller chercher du oui. Si vous avez un non, la question, c'est pourquoi. Normalement, si vous avez un non, c'est que la personne n'est pas très engagée depuis le début. À cette étape-là, on est censé avoir du oui. Là, on vient de valider le IRM. Donc, on a AI, IRM. On dégage. Là, on va passer sur le RC. Le R, c'est
rassurer et répondre. Et le C, c'est conclure et closer. Donc, c'est l'étape un peu technique. On était dans une phase très orientée relation, très introvertie, où on laissait la place à l'autre. Et graduellement, on va passer à une étape où on va être plus assertif, ok, on va être orienté tâche et extraverti. Vous passez du mode médecin au mode militaire, pour donner une image. On va rassurer en disant, bah écoute, t'es pas le premier à me dire ça, Baptiste. La plupart de mes clients, j'ai même Jérôme qui m'avait dit la même chose que toi, et depuis il a signé. Et on va répondre, on va solutionner. Et bah, je te rassure, tout à l'heure, quand j'ai interrogé, tu m'as dit que tu avais 3 à 6 heures de bande passante par semaine, je t'en demande que 2. Est-ce que tu peux être pleinement concentré, focus avec moi 2 heures par semaine? Il est obligé de répondre oui, vu qu'il vous a dit 3 à 6 heures. Ok, parfait. Et là, c'est le moment de conclure et closer. Et c'est là où on peut être un peu technique. C'est là où il y a des vraies techniques de closing. Je vais vous en donner 3. Si la phase de traitement des objections a duré peu de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va orienter une question de manière positive. La meilleure manière, c'est une technique américaine qui s'appelle le If I Would You. Si je te propose 2, est-ce que tu es d'accord pour? Ok, donc Baptiste, si je te propose de réserver dès maintenant ta place avec nous, est-ce que tu es partant pour procéder au paiement? C'est une question qui appelle du oui. Elle marche parce que le cerveau de la personne est en mode oui. Il est câblé en oui. Maintenant, s'il a duré... Alors, quand je parle de durée, c'est très... c'est du feeling, hein, c'est pas une science exacte, les amis. Hein. Si vous estimez que la durée était assez longue, ça veut probablement dire que le cerveau de la personne a switché en mode non. En neurosciences, on a tendance à dire qu'on passe du oui au non directement, mais qu'on passe pas du non au oui directement. Il faut passer d'abord par un peut-être. Ça passe par des techniques de suggestion, etc., à la frontière de l'éthique. Je suis pas très fan de ça, ne serait-ce que parce que d'un point de vue pragmatique, ça prend du temps. Ce que vous allez faire, c'est d'aller chercher du non qui veut dire oui. Ok Baptiste, on est resté longtemps en phase d'objection, de traitement des objections. Ok Baptiste, est-ce que tu vois un inconvénient à ce qu'on passe à l'étape suivante? Est-ce que tu vois un inconvénient à ce qu'on procède au paiement? Et comme la personne était en mode non, elle va plus facilement répondre non, mais son non signifie oui. Son non veut dire oui, ok, je suis partant. La troisième technique, c'est une technique de scoring qui va être de poser la question suivante. Ok, là Baptiste, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu es prêt à passer à l'action? À combien est-ce que tu es prêt à procéder au paiement? À combien est-ce que tu es prêt à réserver ta place? Si j'ai entre 8 et 10, je viens d'avoir un chiffre qui veut déjà dire oui. J'ai plus besoin d'aller chercher le oui. La personne me dit 9, Baptiste, tu me dis 9. Ok, parfait. Bah écoute, je te prépare ton lien de réservation, on y va. Si Baptiste me dit entre 5 et 7, là, il y a encore quelque chose à traiter. Ok, alors déjà, merci Baptiste, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui justifie que tu me donnes 6? Ok, il y a ça de positif. Qu'est-ce qui manquerait pour arriver à 10? C'est quoi les 4 points qui manquent? Ah bah ce qui manque, c'est ça. Donc là, vous repartez sur un traitement des objections. Si vous les avez dans votre poche, vous les rajoutez à votre offre et vous allez le signer. Si par contre, vous avez une note entre 1 et 5, alors là, partez du principe que vous n'avez pas signé la personne. Ce que vous pouvez faire, c'est un ancrage. L'ancrage, c'est une technique qui est, encore une fois, aux limites de l'éthique. Il faut savoir bien le faire. Je vais volontairement pas dire comment, pour pas que ce soit fait par tout et n'importe qui, mais l'idée, c'est de faire une suggestion qui fait que lorsque le prospect ressent la douleur, si tant est qu'il la ressente véritablement, donc qu'il soit bien qualifié, vous l'aurez compris, hein, s'il a bien été qualifié, en principe, vous n'aurez pas de note entre 1 et 5, et bien à ce moment-là, il repense à vous. Et donc, ça va arriver dans très peu de cas, hein, dans peut-être 5% des cas. Par contre, si ça arrive, là, la relation commerciale est totalement retournée. C'est le prospect qui est demandeur. Donc là, vous êtes en position de force, en position d'assertivité, et vous pouvez directement demander le paiement. Voilà comment bien traiter une objection avec de la méthode. Merci pour cette masterclass, ça régale. Au moins, on a tout un volet où on pourra foutre de la valeur dessus, donc ça c'est très très cool. Il y a quelque chose sur lequel je voulais rebondir sur la partie question. Parce que forcément, il y a des gens qui sont pas capables des fois de comprendre les questions. Moi, je l'ai vu au tout début, quand je débutais l'infoprenariat, où je posais des questions qui étaient telles que les mecs étaient pas capables de les accueillir. Est-ce que déjà, c'est toujours pertinent de toujours poser des questions, ou est-ce que, par exemple, passer par des allégories, ça a plus de sens? Inciter les gens à se poser des questions sur leur process, leur mode de fonctionnement, ça demande qu'ils aient quand même un certain éveil sur certains points, tu vois. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense que quelqu'un qui serait pas capable de répondre à des questions, c'est quelqu'un qui est pas dans ta cible. Si je te donne un exemple très simple, hein, si tu as une vraie douleur, tu vas chez le médecin, avant de te prescrire quoi que ce soit ou te prescrire une opération ou un médicament,
bah, il va faire une anamnèse. Je peux t'assurer que si tu es vraiment dans la douleur, tu vas trouver une façon d'y répondre. Il y a quand même le volet, tu as raison de l'évoquer, le volet compréhension. Ça, c'est de la responsabilité du sales. C'est au sales d'être digeste, d'être compréhensible. Et je pense qu'on parle de la même chose. Hein. Je vois des sales qui posent des questions à rallonge, ou des questions triples, ou des questions avec des mots bizarres. Enfin, n'utilisez pas de jargon, faites des questions simples, allez droit au but. Ce que vous cherchez, c'est pas à avoir tout en une seule question. C'est question par question. Et c'est là où l'art de la questiologie se veut vraiment progressif. Et ça doit être un plaisir, en fait. Pour les deux. Ça, c'est un vrai secret de l'excellence. Pas que dans le sales, mais dans tout. C'est les meilleurs performeurs, que ce soit dans le sport, dans le cinéma, dans le sales, c'est des gens qui prennent plaisir et qui donnent du plaisir. Ça doit être un jeu. Et d'ailleurs, annoncez-le. Moi, je l'annonce toujours dans mon cadrage. On va jouer à un jeu de questions-réponses. La notion de jeu, de façon, est essentielle en neurovente. C'est même l'aboutissement, à vrai dire, de la neurovente. Pour ce qui est des allégories et des images, je vais te répondre avec une allégorie, une image. C'est comme les épices. S'il y en a pas assez, c'est fade. S'il y en a trop, c'est insipide. Donc il faut réussir à doser, il y a une question de dosage. Une image de temps en temps, une comparaison de temps en temps. Et puis en plus, ça crée de la couleur, ça crée de la visualisation, donc tu stimules le VACOG, tu crées une expérience. En fait, partez du principe que la découverte, c'est déjà un service que vous rendez. C'est une expérience que vous offrez. Et vous créez une... Alors, cette notion, elle est essentielle en neurosciences, hein. Vous créez une dette de réciprocité qui va justifier que la personne passe à l'action avec vous, même si vous êtes plus cher que le concurrent, même si votre solution, elle est moins bonne. Parce que, spoiler, toujours vous qu'on achète, avant le produit. J'aimerais revenir, parce que là, on était très didactique sur l'appel. Mais il y a un problème en amont, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont fâchés avec la vente, notamment des experts, peu importe le domaine, des développeurs. Moi, je bosse beaucoup avec des devs. Et c'est un peu... ils voient la vente un petit peu comme le truc où il faut balancer de l'eau bénite dessus avec des crucifix et au secours, va-t'en démon, c'est un enfer. Est-ce que toi, de ton côté... tu as un framework ou une méthodologie simple pour rabibocher les gens avec la vente, pour que tu vois, genre imaginons je suis entrepreneur, moi à chaque fois que j'ai les appels de vente, j'ai la boule au ventre et ça me casse les couilles. Comment tu me fais passer le gap de je kiffe ça, j'y vais quoi? Premièrement, c'est la prise de conscience. La vente, elle est omniprésente dans notre vie. Tu remarqueras qu'il y a des questions, Baptiste, où tu me poses, où je prends un gros temps de réflexion, et il y en a où j'ai pas besoin. Celle-ci, j'ai vraiment pas besoin. La prise de conscience que vraiment la vente est omniprésente dans votre vie. Et quand je dis omniprésente, vous n'avez pas le choix. En fait, depuis votre temps d'enfance, vous êtes en train de vendre et vous êtes en train d'acheter. Vous êtes en train d'acheter de l'attention, de vendre de l'attention, d'acheter des services, de vendre des services, d'acheter des produits, de vendre des produits. Quand vos parents, ils veulent pas vous laisser regarder la télé, vous êtes en train de négocier. On est toujours dans un effort de vente. Cette histoire que certains seraient prédisposés à la vente ou pas de manière innée, c'est très franco-français. Hein. De la même manière que l'opposition entre le marketing et la vente, c'est très franco-français. Dans la culture anglo-saxonne, marketing et la vente, en fait, c'est deux pièces d'un puzzle qui se touchent. Hein. C'est assez facile de faire prendre conscience à quelqu'un juste en lui posant 2-3 questions. Hein. Qu'est-ce que t'as fait la veille? Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Comment ça se passe au travail? La personne va se rendre compte qu'elle vend. Par contre, là où il y a une notion et une nuance subtile, mais essentielle à faire. Naturellement, on a tous une prédisposition à une certaine partie du cycle de vente. La question, c'est comment on sait laquelle? Il suffit de prendre le disque. Le niveau 1 du disque qui veut dire dominant, influent, stable, conforme, il y a une méthode qui est tirée de la process communication, mais qui est une simplification de la process communication. On nous dit que voilà, on a 4 couleurs, avec 2 variables qui déterminent la couleur. Si vous êtes orienté tâche, et orienté et extraverti, vous êtes un profil rouge, ça veut dire que vous êtes assertif, vous êtes concis, vous êtes précis, ça doit aller vite. C'est le militaire, le rouge. Si vous êtes orienté tâche, mais plutôt introverti, vous êtes un bleu, donc un conforme. Le conforme, c'est le développeur, c'est l'ingénieur. À ce moment-là, vous êtes pragmatique, vous avez besoin de garanties, il faut toujours être à l'heure, il faut être précis. Donc déjà, c'est se connaître soi-même. C'est essentiel, toujours l'introspection. La vente, c'est l'antichambre de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'antichambre de la psychanalyse. C'est la meilleure psychanalyse en réalité, l'entrepreneuriat. C'est un fils de psychiatre qui vous dit ça, ce sera mon premier et seul argument d'autorité de la journée. Le deuxième niveau du disque, c'est de comprendre que pour chaque couleur, on a une émotion et une peur. Le jaune, son émotion, c'est la joie. Ça veut pas dire qu'il est tout le temps joyeux, ça veut dire que c'est la joie qui va le déclencher, qui va le réveiller, et que, à l'inverse, ce dont il a peur, c'est le rejet. Si vous le rejetez, il va s'éteindre. Bon, et ben le niveau 3, c'est celui qui répond à ta question, Baptiste. Un bon sales doit être un caméléon. Un sales full stack qui fait de l'acquisition, de l'activation et de la conversion. Dans la phase d'acquisition, il doit être en énergie jaune. Ok? Il doit être solaire, il doit être pléthorique, il doit créer du lien, il doit être énergique, il doit être extraverti, ok? Orienté relation. Ensuite, il part dans l'activation. Dans l'activation, d'abord, la première partie, c'est la découverte. En découverte, on switch
D'extraverti, on devient introverti, mais on reste orienté relation. Donc on est vert, on devient médecin. On pose des questions, on laisse l'autre parler plus que nous. On ralentit. Et là, on switch, on passe en mode tâche. Donc on devient bleu, la transition de la découverte à la présentation. On est toujours dans l'activation. En présentation, on doit être précis, apporter de la garantie, apporter des chiffres. Et enfin, dans la partie conversion, closing, on bascule, on redevient extraverti. Et donc on devient rouge. Et là, on doit être assertif, directif et aller chercher l'argent. Un bon sales, en fait, c'est 4 métiers. Un bon sales, c'est un journaliste, un médecin, un développeur, un ingénieur et un militaire. Un bon sales, c'est un acteur. Vous devez être un acteur. Vous devez pouvoir jouer plusieurs rôles. Et donc, pour répondre à ta question, on a tous un profil disque, on a tous une appétence à un de ces rôles en particulier. Le fameux bleu qui a en horreur le fait de créer des liens, l'acquisition, bah c'est normal, parce que le bleu, c'est l'opposé du jaune. Mais lui, il va être excellent en présentation. La presse, c'est de la vente. Le rouge, qui est hyper assertif, lui, il veut, bim, aller chercher l'argent, lui, sa hantise, c'est la découverte, parce que le rouge, c'est l'opposé du vert. Ça, le vert est orienté relation introverti, le rouge est extraverti, orienté tâche. Donc, il faut d'abord comprendre ses forces. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le sales, j'ai commencé bizdev, acquisition, parce que naturellement, je suis en profil jaune. La preuve, là, ça fait 20 minutes que je suis en train de parler tout seul. Toi, d'ailleurs, Baptiste, quand t'as commencé le sales, t'as commencé comment? Moi, j'étais rouge, mais j'ai toujours été rouge, moi. Donc, t'as commencé par le closing? Ouais, oui, pardon, ouais, j'ai commencé par le closing, ouais. Et donc, ça se vérifie, tu vois. Il y a cette congruence-là. Il faut d'abord se connaître soi-même. C'est ça qui va nous permettre de nous spécialiser dans telle ou telle partie du cycle de vente. Par contre, si on est entrepreneur, il est nécessaire d'être en maîtrise de tout le cycle de vente. Et donc, il est nécessaire de travailler ses lacunes. Moi, par exemple, ma lacune, c'était le bleu, donc c'était la présentation. Toi, j'imagine que c'était la découverte, peut-être le plus difficile, tu nous diras. Et donc, c'est important d'être très bon dans cet exercice, parce que c'est ça qui permet de savoir générer de l'argent, d'être l'entrepreneur. C'est important que ce soit le premier sales de sa boîte pour ensuite pouvoir recruter et dupliquer les process. Hyper intéressant. Ce qui est bien, c'est que là, on a un panel, je dis, on a une bonne masterclass. J'hésite même à couper le début où on fait le débat sur la partie Covid, etc. pour vraiment garder cette masterclass de valeur sur la partie sales. On en discutera, mais merci en tout cas pour cette partie. Donc imaginons, moi je suis profil bleu, je reviens dessus sur la question parce que j'ai un truc, mais il me manque un petit truc, je me mets dans la tête du profil bleu, je dis ok super, j'ai mes forces, je sais que je suis bon en présentation, mais j'ai toujours pas envie d'aller prendre mes appels de vente. Est-ce que tu as un cheat code, un truc qui me permet de me dire putain faut y aller et je prends du plaisir quoi? Non, si t'as pas envie. Si t'as pas envie, je peux rien faire pour toi. C'est pas notre rôle, alors quand je dis notre rôle, là c'est plutôt dans la perspective coach, c'est pas notre rôle de créer l'envie. L'envie, elle t'appartient. Et l'envie, elle est souvent liée à un besoin. Hein. Si t'as pas le besoin, t'auras pas l'envie. Le besoin, ça c'est essentiel d'ailleurs que je le place là, le besoin et l'urgence ne se créent pas. Hein. On peut amplifier une urgence, on peut amplifier un besoin, faire ce qu'on appelle de l'agitation ou de la descente aux enfers, si je parle avec une terminologie closing, mais vous pouvez pas créer le besoin. Un mec qui vit au Sahara, vous pouvez pas créer le besoin qu'il ait un four. Il n'a pas besoin, a priori, il fait chaud. Du coup, les gars, faut mettre les mains dans le cambouis et pratiquer jusqu'à temps que ça devienne plus à l'aise. Parce qu'en fait, globalement, moi j'aime bien utiliser l'allégorie des jeux vidéo. C'est qu'au début, quand tu commences un jeu ou peu importe, t'es, on va dire, confronté à quelque chose où t'es pas bon, t'as pas d'XP, tu te fais rouler dessus et puis c'est pas agréable. Mais tu continues quand même de faire la partie, tu continues quand même d'aller voir le boss. Pourquoi tu continues ? Dis-moi pourquoi est-ce que dans les jeux vidéo tu continues et pourquoi dans le pro tu continues pas. Genre il y a cette notion de peut-être que t'es moins confronté à tes erreurs parce que tu vois genre l'erreur en réel elle est plus grave que l'erreur dans le jeu, tu vois, potentiellement, tu vois, genre, je me mets à la place de ces profils-là, et il y a potentiellement quelque chose qui joue là-dessus, tu vois. Et est-ce que, si on prend plutôt les choses dans le sens inverse, est-ce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas su faire de notre travail un jeu ? Le jeu, c'est essentiel, c'est l'essence même de la vie. La nature a sélectionné le jeu comme meilleur moyen d'apprentissage et meilleur moyen de passer à l'action. C'est Idriss Aberken qui donne cet exemple, il dit le bébé tigre, s'il joue pas, il saura pas chasser. Il meurt de faim. Donc le jeu, c'est sérieux. On a tout intérêt à gamifier, à ludifier nos pratiques commerciales. Moi, aujourd'hui, si je suis bon dans mes business, c'est parce que j'ai fait en sorte que mes business deviennent un jeu. Et l'objectif de la neurevente, c'est de ludifier toute la pratique commerciale et entrepreneuriale, de manière à ce que ce soit un jeu à la fois pour le customer, pour le client, mais aussi pour le prestat, pour l'entrepreneur, pour le sales. Et c'est là où je voulais t'emmener avec mes questions sur profil, comment tu amènes dans le fait d'aimer la vente.
ben moi je trouve qu'il y a ce truc du tu peux toujours créer le besoin, tu vois, genre là où je suis pas en dissonance avec toi, mais du moins j'aimerais apporter une pièce à l'édifice, mais je pense qu'il y a toujours il y a toujours un moyen d'apporter une sorte de motivation intrinsèque dans les actions que tu vas faire pour les amplifier. Par exemple, imaginons tu prends n'importe quelle personne, tu leur dis va à la salle de sport, va t'entraîner, tu vois. La plupart des gens flemme d'aller à la salle, il est 18h, j'ai envie de me mettre devant Netflix, j'y vais pas, tu vois. Mais par contre, si tu rajoutes un truc en mode, ben, fais-toi ta meilleure playlist de sons et tu pourras l'écouter une fois que tu es à la salle, ça rajoute juste ce qu'il faut dans la balance pour, pouf, accélérer le passage à l'action, tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant parce que tu as utilisé le bon mot, tu as parlé de motivation intrinsèque. Et dans ton exemple, tu rajoutes une motivation extrinsèque pour booster un petit peu. Mais en fait, tu peux rajouter toutes les motivations extrinsèques que tu veux. Si la motivation intrinsèque n'est pas là, au mieux, tu auras un effort court-termiste qui va s'essouffler dans le temps. Au pire, bah, il va rien se passer du tout. Tu vois. La motivation intrinsèque, elle ne dépend que de... Ça dit ce que ça dit, intrinsèque. Elle vient de l'intérieur de la personne. Il y a personne qui peut venir te mettre une motivation intrinsèque. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ta question tout à l'heure, c'est comment créer l'envie? Tu ne peux pas créer l'envie. L'envie doit venir de la personne. Par contre, si tu as un embryon d'envie, si tu as une envie, même aussi faible soit-elle, si tu as juste je vais te donner la métaphore suivante, si t'as une flamèche, là tu peux rajouter de l'essence. Si t'as pas de flamme à la base, bah, rajoute de l'essence, rajoute du bois, il va rien se passer. Et je pense que ça, même dans toutes vos actions business, et ça c'est hyper intéressant, vous n'aimez pas la prospection, vous n'aimez pas vos appels de vente ou quoi que ce soit, essayez de trouver ce truc qui permet, tu vois, de rajouter une pierre à l'édifice. Typiquement pour la prospection, je donne un exemple, ça peut J'allais te le demander, ouais. prendre, à pas prendre, peu importe, on s'en fout. Mais tu vois, genre pour la prospection, je me suis toujours imaginé prospecter comme si j'étais sur Tinder. Et Là, je me dis, c'est si j'arrive, tu vois, genre être bon en prospection, c'est que je serai bon sur Tinder, donc j'aurai plus de matchs. Et du coup, tu vois, il y a une sorte de corrélation où si j'arrive à faire de bons messages, je serai plus jamais célibataire, tu vois. Genre, c'est con, mais tu vois, genre, c'est un peu le framework que j'avais au tout début de l'entrepreneuriat, tu vois. Pour cette partie, je pense, sales, expertise, tu nous as déjà bien régalé. J'aimerais qu'on finisse un dernier volet. Pour parler un petit peu, tu m'avais dit que tu étais OK pour parler un peu d'actualité, etc., parce que tu vois, genre en ce moment, quand même, dans le monde, dans l'entrepreneuriat, il se passe pas mal de choses, tu vois. Entre la France et tout le monde qui essaie de se barrer de la France, entre les conflits à Dubaï, entre tout ça. Moi, de mon côté, tu vois, j'aimerais déjà savoir un petit peu, est-ce que tu vis en France, toi, actuellement? Est-ce que tu t'es cassé? Pour quelles raisons? Voilà, est-ce que tu peux m'argumenter un petit peu là-dessus, ouais, qu'on parte un peu sur ce Aujourd'hui, volet. je suis un peu plus de la moitié de l'année en France. Et le reste de l'année, je voyage beaucoup. Je suis principalement en Asie. Alors pourquoi? C'est parce qu'avec déjà ma femme, mon épouse est vietnamienne. Et qu'on prévoit de s'expatrier. C'est pas étranger à la situation actuelle en France. On se sent plus à l'aise. Donc nous, on a envie de partir. Et ce qu'on fait en fait, c'est que régulièrement, on visite des pays en Asie. C'est 80% de tourisme, 20% de repérage. On a déjà une petite tier list là dans la tête où on envisage de se casser parce on s'est vraiment senti bien là-bas. Maintenant, je tiens quand même à dire ceci. La France, c'est un pays magnifique. Les pires personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'était des Français. Mais les meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'était aussi des Français. En tout cas, merci pour ton temps. C'était hyper intéressant sur la partie vente. Est-ce que, tiens, je te laisse une minute là pour faire ta promo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager, un accompagnement ou quelque chose? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, j'ai 4 activités. C'est vrai qu'en général, on commence par ça. Moi, je vais finir par ça. Donc, j'ai un accompagnement qui s'appelle Limitless, qui est réservé aux closers et aux entrepreneurs. Donc, je les forme et je les coach à mieux vendre grâce aux neurosciences. J'ai une agence LinkedIn, LK360. Donc, je gère avec mon équipe, Luther, Fréjus et Sarah, vos LinkedIn pour en faire des aimants à lead, à vente et à cash. J'ai un accompagnement spécifique pour les top entrepreneurs qui se lancent dans le format challenge. J'ai accompagné par exemple Yomi Denzel, entre autres personnes connues, qui s'appelle HOS 360. Donc là, on est sur vraiment l'aspect challenge. Et j'ai un groupe d'apport d'affaires, une communauté d'entraide qui s'appelle MVP. Donc l'idée, c'est que on est un groupe d'une 60aine d'experts de notre niche. On s'aide mutuellement, on fait de l'apport d'affaires, on s'envoie des clients. Et l'idée, c'est vraiment de grandir ensemble en tant que communauté. J'ai également une série de livres qui sont disponibles sur Amazon, Muscle ton jeu de vente, Les 10 secrets. N'hésitez pas à les prendre, ça me fera plaisir, et à me laisser surtout un petit commentaire. Et puis écoute, merci. En tout cas, c'était très très cool, hyper intéressant. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un truc, une petite punchline, une citation que tu aimes bien dire pour conclure ici, pour faire un peu un drop the mic pour terminer pour aujourd'hui? Et je dirais 2 choses. Je dirais déjà merci Baptiste, c'était hyper intéressant comme échange. Et je dirais que la plupart des gens
n'ont pas peur de l'obscurité, ils ont peur de leur lumière qui pourrait briller.